Bonjour à toutes et à tous, me voilà de nouveau parmi vous. Aujourd'hui, nous sommes à notre huitième cours de notre série Initiation au langage R et au logiciel RStudio. Et lors du cours précédent, nous avons vu les fonctions, les packages, les objets R, et notamment les variables, les vecteurs, les listes, les facteurs, les dates. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir les types des données, les types des données. Nous allons voir les structures des objets R. Je répète encore une fois, pour bien comprendre mes explications, il faut bien entendu suivre les cours précédents. Je vous rappelle donc que c'est une série intitulée Initiation au langage R et au logiciel RStudio qui est numérotée. Il y a l'initiation 1, l'initiation 2, l'initiation 3, etc., etc. Donc, je vous conseille de suivre les cours précédents avant de suivre celui-là, avant de regarder celui-là. Donc voilà, je vais partager donc mon écran pour aller sur RStudio. Ah, nous voilà donc sur RStudio. Et donc, toutes les explications concernant comment est-ce que ce logiciel RStudio fonctionne, les différents cadrans, il y a le premier cadran, le deuxième, le troisième, le quatrième, toutes ces explications-là sont dans les premiers cours. Là. Le premier, le deuxième cours, vous allez trouver des explications sur le fonctionnement de RStudio. Donc voilà, je vais commencer pour nettoyer. Voilà. Je vais commencer pour nettoyer ma console. Je nettoie ma console. Donc voilà pour notre huitième cours, les types de données. Alors, R gère des objets qui sont caractérisés par un nom, un mode, une longueur et un contenu. Le mode d'un objet est la nature des éléments qui les composent, leur type en quelque sorte. On y accède par la fonction mode ou encore la fonction type of. Donc, souvenez-vous qu'on avait créé une liste, par exemple une liste qu'on avait appelée L3. Si on cherche à savoir quel est le mode, quel est le type d'objet, des données, quel est le type des données contenues dans cette liste, donc on peut utiliser la fonction mode, entre parenthèses, le nom de la liste. Les fonctions, toujours les fonctions. Hein. J'ai commencé ces cours-là pour vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une fonction, justement parce que dans le langage R, on utilise des fonctions. Et parfois, on utilise un regroupement de fonctions qu'on appelle des packages. Hein. Donc, on utilise cette fonction-là. Si on lance ici, voilà, sur la console, c'est écrit ça, c'est une liste. On a le type de données, le type d'objet en question, le mode d'objet. Donc, il y en a plusieurs types. Il y a plusieurs types de données numériques. Par exemple, si j'ai fait une assignation ici, j'ai attribué à cette variable-là, à cette variable ici, là, le numéro 2. Donc, j'ai fait cette assignation, je fais le run de ça, et je fais mode, entre parenthèses, le nom de, le nom de cet objet. Si je fais le run de ça, voilà, c'est écrit numérique. Alors, le numéro, les décimaux, les décimales s'appellent en R double. Double, double c'est les décimaux, les numéros décimales. Si je fais cette attribution-là, encore une fois, les décimales en R comme c'est anglo-saxon, on n'utilise pas une virgule mais un point. Okay? Si donc je lance ça, et ensuite type of, encore une fois, on peut soit utiliser mode, la fonction mode, soit la fonction type of. Entre parenthèses, le nom de cet objet-là. Donc, si je lance ça, voilà, c'est écrit table, ça veut dire c'est un numéro décimal.
Caractère. Caractère, c'est un type d'objet aussi. Donc, on a un objet peut être, des données peuvent être numériques. Les données donc peuvent être numériques, peuvent être des données décimaux ou décimales, et peuvent être caractères. Alors là, il s'agit d'une chaîne de caractères. Encore une fois, les chaînes de caractères ou les caractères sont toujours entre guillemets, hein. Vous voyez ici, il n'y a pas de guillemets. C'est un chiffre. Vous voyez ici, il n'y a pas de guillemets. C'est un chiffre. Ici, c'est un numérique. Ici, c'est un DAB, comme le nom dans le langage R. Ici, c'est un caractère. Et vous voyez, la caractéristique est toujours entre guillemets. Okay? Si j'ai fait cette assignation, et ensuite type of, pour savoir quel est le type de données stocké dans cet objet-là, voilà, c'est écrit ici dans la console, vous voyez la caractère. OK? Alors, nous avons donc un quatrième type d'objet qu'on appelle logical. En R, c'est les valeurs logiques ou ce qu'on appelle les booléens aussi. Les données de type logique peuvent prendre deux valeurs, vrai ou faux, c'est-à-dire en anglais true ou false. Elles répondent à une condition logique. Supposons je fais cette assignation-là. J'assigne donc à la variable A le numéro 1, j'assigne à la variable B le numéro 2. D'accord? Quand on veut faire plusieurs assignations à la suite, on peut séparer par point-virgule. Hein. Ça, c'est une façon de faire. Je fais plusieurs assignations à la suite. Là. On peut faire comme ça. Voilà. Et maintenant, je vais poser une question. Est-ce que le B est supérieur au A? La valeur de B est-elle supérieure à la valeur de A ici? Qu'est-ce que j'ai obtient? Ici, là, c'est vrai, effectivement, 2 est supérieur à 1. Est-ce que la valeur de A est égale à 1? Pose une question, c'est un texte d'égalité. Ici, encore une fois, l'égalité en R, c'est un double égal. Hein. C'est un double égal. Le égal simple sert à faire une assignation ou alors quand il s'agit, par exemple, dans une fonction, qu'on souhaite attribuer qu'on souhaite attribuer donc des valeurs aux éléments de la fonction, on peut utiliser le égal simple aussi. Hein. Donc là, quand le test d'égalité ou l'égalité au sens propre au langage R, c'est un double égal. Okay? Si je fais ça, je lance ça, voilà, c'est vrai, c'est true. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ici, nous avons signé à la variable A numéro 1. Est-ce que A est différent de 1? Le test d'inégalité est inégal. Nous avons vu les signes, ces signes logiques-là. Les égal s'exprime avec ce signe-là. Est-ce que c'est différent ou inégal s'exprime avec ce signe-là? Si je lance ça, voilà, c'est écrit false. Parce qu'effectivement, il est égal, il n'est pas inégal. 1, la valeur de 1 est égale à 1, n'est pas inégale à 1. OK? Donc voilà les types de données que nous avons, les types numériques. Le type, ça c'est très important, hein, parce que lorsque R a besoin de savoir d'abord quel est le type d'objet, elle a besoin quel est le type de valeur, le type de données, elle a besoin de savoir les caractéristiques. C'est un peu, disons, un langage de programmation informatique. On appelle ça un langage parce qu'il y a des caractéristiques. Ce n'est pas exactement comme un langage naturel, mais il y a des mêmes caractéristiques. Ouais. La plupart des langages, ou presque tous les langages, ont les différents mots sont classés, sont catégorisés. Vous avez des verbes, vous avez des prénoms, vous avez des adjectifs dans la langue française, par exemple, ou dans une autre langue latine ou anglo-saxonne. Vous avez donc des catégories des mots, hein, et vous avez la façon dont ces catégories-là se combinent pour former un sens, en quelque sorte. Eh bien, c'est la même chose dans le langage informatique.
Et dans le cas de R en particulier, R a des objets constitués par objets, en quelque sorte. Dans le langage naturel, vous aurez appelé ça des mots, alors qu'ici, dans ce cas-là, il y a les objets. Et donc, ces objets-là ont des caractéristiques, comme dans la langue naturelle, vous avez des verbes, vous avez qui ont des caractéristiques particulières, vous avez des adjectifs, des prénoms, des noms, etc., des noms propres, des noms non propres, etc., etc. Ici, dans ce cas, le cas de langage R, vous avez des objets, et notamment, nous avons vu qu'il y a des variables, il y a des vecteurs, des listes, des facteurs, des dates, et les contenus de ces objets-là, les contenus de ces objets-là, en quelque sorte, ce sont les données, et des données qui peuvent être donc numériques, qui peuvent être décimales, qui peuvent être caractères, qui peuvent être logiques, par exemple. Et donc, R a besoin de savoir tout ça. Pourquoi? Parce qu'elle applique un traitement spécial en fonction de l'objet en question, le contenu de l'objet en question, du type d'objet, etc., etc., du type de données, etc. Donc, c'est là l'importance. Donc, lorsqu'on est face à une donnée, il est toujours important de spécifier est-ce que c'est numérique, est-ce que c'est décimal, est-ce que c'est un caractère, etc. Quand vous importez des données dans RStudio, en fait, il attribue ces caractéristiques-là automatiquement. Il essaie de voir les caractéristiques, il les identifie, il les définit comme étant numériques, comme étant décimales, caractères, etc. Mais il peut se tromper. Donc, c'est à toi, à l'utilisateur, ensuite spécifier précisément, si jamais il constate qu'il y a eu une erreur d'identification de la part de RStudio, d'identifier un objet comme étant numérique, comme étant décimal, comme étant caractère, comme étant logique, etc., etc. Et à partir de là, R va commencer à traiter ces objets-là en conséquence. Voilà, c'est l'importance de tout ça. Donc, nous avons des données qui sont sous la forme des objets qui ont des données, sous la forme des données, et des données qui peuvent être numériques, décimales, caractères, logiques. Par contre, on peut transformer les données d'un type à l'autre. Mais avant de transformer d'un type à l'autre, si on a des doutes, on peut poser la question, mais quel type de données est-ce? Dans ce cas-là, par exemple, on utilise une fonction questionner le type d'un objet de données. On utilise la fonction is character. Je vais, par exemple, ici, dans ce cas de l'objet A, est-ce qu'il s'agit d'un objet caractère? Je pose la question, je lance, il dit false. Ce n'est pas un objet caractère, effectivement, parce qu'il a là, l'objet A, en fait, c'est un objet numérique. Is numérique? Je pose la question. Remarquez bien, hein, c'est is, point, numérique, et ensuite, entre parenthèses, le nom de l'objet. Voilà, si je lance ça, voilà, il dit, c'est vrai, c'est effectivement en valeur, il s'agit d'un objet numérique. Is integer. Alors, integer, c'est un nombre entier. Un nombre entier, c'est différent d'un nombre décimal, en quelque sorte. Est-ce qu'il s'agit d'un nombre entier? Is integer. Donc, je vais demander, par exemple, il s'agit de x1, on va reculer ici, par exemple, c'est celui-là. Voilà. Normalement, nous voyons ici qu'il s'agit d'un nombre entier, parce que ce n'est pas un nombre décimal, un double en quelque sorte. Donc, je pose la question, is integer? On va voir la réponse. Alors, il dit c'est false. Ce n'est pas un nombre entier. Alors, je vais relancer ça pour voir. Là, nombre 1. Ça devrait être integer. Alors, integer is integer. Normalement, ça devrait être un nombre entier. False. Ok, je vais savoir. C'est parce qu'on l'a défini comme étant numérique. Peut-être is integer is numérique. Alors, ok, je vais mettre ça is numérique. Vous voyez aussi R, la caractéristique, quand vous commencez à taper une fonction,
automatiquement, il vous propose la autocomplétion. Ça, c'est très bien, hein. Parce qu'une fois que vous commencez, donc vous pouvez cliquer ici, X1, voilà, je vais lancer ça pour voir. True. Donc, is numérique, il est défini comme un nombre numérique et non un intègre. Non? Le traiton, il est aussi un peu un intègre en quelque sorte. Mais bon, c'est une question de définition. Parfois, il y a des catégories comme ça. Il faudrait qu'on les définisse comme étant intègres. Mais bon, on peut faire des transformations. Donc, d'abord, on pose la question, si on a des doutes, qu'on a envie de savoir quel est le type d'objet en question, alors on pose la question. Si on pour savoir, pour avoir la certitude, ensuite, on peut transformer d'un type à l'autre, transformer le type d'objet ici. Donc, on peut transformer, supposons là, par exemple, là, il s'agit d'un décimal, un double, selon la terminologie R. Et je vais les transformer, donc, cet objet-là en intègre. OK? Donc, j'utilise la fonction as pour poser la question quel type d'objet on commence par, la fonction commence par is, caractère is, numérique is, integer is, numérique. Vous allez voir aussi qu'on peut poser la question is list, is factor, is vector, etc., etc. Donc, ça, c'est caractéristique de R, ce type de fonction is pour poser une question. Quand on veut transformer d'un objet à l'autre, on utilise la fonction has integer. Ça veut dire qu'ensuite, on met entre parenthèses le nom de l'objet qu'on souhaite transformer. Donc, si je fais le run de ça, run, ça veut dire lancer, donc ici. Et donc, ensuite, je demande quel type d'objet, vous allez voir. Autrefois, ici, c'était en décimal, mais par contre, ici, vous voyez, là, c'est maintenant, on a transformé en intègre. Voilà. Alors, non, ça, le nombre complexe, ça, c'est une caractéristique aussi, un type d'objet, nombre complexe. Moi, je vais passer rapidement, hein. Qu'est-ce que c'est qu'un nombre complexe? Les nombres complexes sont caractérisés par la partie réelle que l'on peut obtenir à l'aide de la fonction RO, ici, cette fonction-là, et la partie imaginaire que l'on peut obtenir grâce à la fonction IM, cette fonction-là. On crée un nombre complexe à l'aide de la lettre I. Bon, bah, en général, la plupart du temps, on n'a pas besoin d'utiliser ça, mais c'est juste que j'ai mis ça dans le cas où il y a des gens qui s'intéressent particulièrement à des nombres complexes. Donc, par exemple, ici, j'ai une variable ici où je stocke l'addition entre un nombre entier, ici, 2 plus un nombre complexe, 3 et ensuite suivi d'un i pour créer le nombre complet. Si j'ai lancé ça, là, et ensuite j'utilise mes fonctions pour avoir euh, la partie réelle de nombre, j'utilise cette fonction-là. Voilà, j'ai la partie réelle. La partie imaginaire, j'utilise cette fonction-là. Le module, j'utilise cette fonction-là. L'argument, j'utilise cette fonction-là pour obtenir l'argument. Mais tout ça, je vous montre, mais bon, vous n'êtes pas obligé de retenir ça, c'est pas, on ne l'utilise pas forcément, sauf dans des cas exceptionnels. Voilà, donc maintenant les données manquantes. Alors ça, c'est très important, hein. Pour ceux qui font des analyses statistiques, ils savent l'importance des données manquantes. Les données manquantes, c'est noté de cette façon-là, NA en majuscule pour not available, sont considérés comme étant des types logicales par R. Alors, c'est très important que, qu'est-ce que c'est qu'une donnée manquante? C'est une donnée qui n'est pas, c'est le nom, le nom le dit lui-même, qui n'est pas disponible. Ça ne veut dire pas qu'elle n'existe pas, ça veut dire qu'elle n'est pas disponible. Si vous allez, par exemple, recueillir des données sur la population étudiante, où vous voulez savoir est-ce qu'il y a une relation entre la performance universitaire, scolaire ou universitaire des étudiants et leur niveau, et leur sexe, disons, et leur sexe, ils sont hommes ou femmes, par exemple.
vous pouvez d'abord demander aux étudiants de fournir leurs notes à différentes disciplines. Ensuite, vous pouvez demander à la personne c'est du sexe masculin ou féminin ou un autre sexe. De nos jours, c'est toujours bon de demander sexe masculin ou sexe féminin ou autre, parce qu'il y en a qui s'identifient dans l'un dans l'autre. OK? Et donc, vous posez cette question-là. Il y a des gens qui peuvent ne pas répondre, par exemple, ils ne veulent pas dire s'ils sont hommes ou femmes, ils ne répondent rien. Donc, vous allez avoir sur cette variable-là des données manquantes, par exemple. Ça ne veut dire pas qu'il n'existe pas, ça veut dire que soit pour une raison quelconque, la personne n'a pas voulu répondre. Donc, c'est pour ça qu'elle est codifiée, ces valeurs-là sont codifiées en R par note AVD. Donc, c'est là les valeurs manquantes. OK? Ça ne veut dire pas qu'ils n'existent pas, ça ne veut dire pas qu'ils sont nuls, ça veut dire simplement qu'ils ne sont pas disponibles. Voilà. Donc, la façon de coder les valeurs manquantes, c'est NA. Donc, si j'attribue des valeurs manquantes à une variable, à cette variable-là, je lance ce code-là. Ensuite, j'utilise cette fonction typeOf pour savoir quel est le type. Encore une fois, on peut utiliser la fonction typeOf ou la fonction mode. Si je lance ça, il va me dire, par exemple, il s'agit d'un logical. Logical, parce que les valeurs manquantes sont considérées comme des valeurs logiques. Mais en fait, ce sont des valeurs manquantes. On utilise cette fonction-là pour demander est-ce qu'il s'agit de valeurs manquantes. Is none NA, is none, is none, is NA. Donc, cette fonction-là permet de poser la question. Il dit c'est vrai, il s'agit d'une valeur manquante. Ensuite, vous avez l'objet vide. Vous avez l'objet manquant, vous avez les valeurs manquantes, les données manquantes, vous avez des objets vides. L'objet nul représente le vide en R. L'objet nul représente le vide. Il est de mode nul et de longueur 0. Donc, par exemple, si j'ai fait cette assignation, j'assigne le nul à une variable ici. Ensuite, j'utilise la fonction typeOf pour savoir, par exemple, il va me dire que c'est un objet nul. Length, la longueur de cet objet-là, c'est de longueur 0. Is nul pour poser la question, est-ce que c'est un objet nul? Voilà, il va dire c'est vrai. Voilà. Is nul, liste, une liste vide. Ce signe-là, en fait, ce signe-là, je vais l'écrire ici parce que ici, je vais avoir liste. Ça, c'est la fonction pour créer une liste. Mais si j'ai écrit cette fonction-là comme ça, je vais avoir comme résultat une liste vide. OK? C'est une liste vide. Est-ce que cette liste vide est un objet nul? Elle est un objet nul? Non, il dit c'est faux. Donc voilà. Alors là, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu, donc tout ça, il faut bien retenir. Ça, c'est très important. Autant souvent, je vous dis, c'est pas grave si vous n'avez pas tout retenu, on peut avancer quand même. Mais il y a des choses quand même que c'est très important à les retenir. Les types d'objets, d'abord les objets, les noms des objets, qu'on appelle aussi la structure des objets. Il faut savoir qu'il faut retenir qu'il y a les variables. Il y a parmi les variables, c'est là où on stocke. Mais essentiellement, on a les vecteurs, on a les listes, on a les facteurs, on a les dates et on a les listes. Et le type des données, le type d'objet, on dit aussi type d'objet, mais pour dire type de données, donc, on a les numériques, on a les décimaux, décimales, par exemple, on a les doubles, qui sont les doubles des décimales, on a les intégras, les valeurs entières, on a les valeurs nulles, on a les valeurs nulles, les valeurs manquantes, excuse-moi, qui est NA, codifié NA. On a les valeurs nulles là, nulles sont quand il y a, sont de longueur 0, par exemple, et tout ça, il faut bien retenir parce que ce sont des caractéristiques des objets qui sont très importants à connaître parce qu'à partir de là, on peut faire application de certaines fonctions, certains traitements à ce type d'objet-là. OK, ça, je vous dis tout de suite, il faut essayer. Ce code-là, c'est disponible comme tous les codes de tous les cours dans le descriptif de la vidéo. Et vous cherchez à voir, il y a un lien qui va vous conduire vers mon GitHub
dans le GitHub, vous pourrez soit télécharger le fichier entier avec le code, qui est un fichier texte, soit copier le code qui est à l'intérieur, et ensuite ouvrir un script R et les coller, et ensuite, ensuite commencer à faire la même chose, à lancer le code comme je suis en train de faire. La structure des données. Qu'est-ce que c'est que la structure des données? On a vu, encore une fois, je répète toujours, on a vu des fonctions, on a vu des packages, on a vu des objets R, en commençant par les variables. Les variables, ce n'est pas vraiment un objet en soi. Les variables, c'est le nom de l'objet, en fait. C'est là où on stocke l'objet. Hein? C'est là où on stocke l'objet. C'est le nom de l'objet. C'est ce qu'on appelle la variable. Hein? Ok, ce n'est pas vraiment objet dans le sens propre. C'est une variable qui contient l'objet. C'est le nom de l'objet. Ensuite, nous avons les types des données. Les types des données qui peuvent être numériques, qui peuvent être décimales, qui peuvent être, etc., etc., des valeurs nulles, manquantes, etc., etc. La structure des données, en fait, c'est l'objet. Est-ce qu'il s'agit d'un vecteur, d'une liste, d'un facteur? Ça, c'est la structure de base. Hein. Il y en a d'autres. Ça, c'est la structure de base, comme on va voir plus tard. Il y a les matrices, les tableaux, etc., etc. Donc, ici aussi, si on a envie de savoir est-ce qu'il s'agit d'un vecteur, on pose la question, et aussi, entre parenthèses, on peut le nom de l'objet. Is a vector, is a list, is a factor. Alors, comme vous voyez ici, les noms sont en anglais, encore une fois. Vecteur, c'est écrit comme ça. Liste, c'est écrit comme ça. Facteur, c'est écrit comme ça. Hein? Voilà. Donc, par exemple, ici, j'avais une liste si transformée. On peut aussi transformer une structure d'un objet à l'autre. Pour ça, on utilise, pour poser la question, on utilise isVector. Quelle est la structure de l'objet isVector? On utilise is. Pour transformer en facteur, par exemple, on utilise la fonction asFactor. Supposons, on crée ici un facteur en utilisant la fonction factor pour créer un facteur. C'est un vecteur avec des noms des pays, France, Portugal, Espagne, Australie. Bon, j'ai mis là, j'aime bien l'Australie. Par ailleurs, il y a quelques années, j'ai fait mon plus beau voyage de ma vie, c'était en Australie. Bon, bah, voilà, c'est pourquoi j'ai mis l'Australie ici. J'aime bien l'Espagne aussi, le Portugal, nos hermanos espagnols, et puis le Portugal. Bon, bah écoute, je suis lusophone, donc voilà. Donc voilà, c'est pour faire peut-être un entre-deux, en quelque sorte. Bon, si je lance ça, donc j'ai mon facteur ici, je stocke ce facteur-là dans ma variable ici. Je demande si j'ai envie de savoir quelle est la structure de cet objet-là, j'utilise la fonction classe. Pour savoir quel est le type de données, j'utilise la fonction mode ou la fonction typeof. Pour savoir quelle est la structure de l'objet, j'utilise la fonction classe. Si j'utilise la fonction classe, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va dire qu'il s'agit d'un facteur. Okay? Mais je peux transformer ce facteur-là, cette structure-là, en liste. Dans ce cas, j'utilise la fonction hasList. Je mets le nom de l'objet entre parenthèses. Si je stocke dans une nouvelle variable que j'appelle pays3. Si je lance ça, voilà, et ensuite je demande quelle est la structure de cet objet-là. Voilà, il me dit que c'est liste. Je l'ai transformé. Donc, vous allez maintenant, on peut transformer l'objet dans une structure à une autre. On peut transformer des types des données d'un type à l'autre aussi. Donc, voilà. Donc, voilà pour aujourd'hui. Voilà donc pour aujourd'hui. Vous voyez ici, c'est rouge dans mon script ici. Ça veut dire vous avez fait des modifications que vous n'avez pas enregistrées. Donc, vous tapez CTRL-S, CTRL-S pour l'enregistrer. Excusez-moi, il faut mettre le curseur ici. CTRL-S pour l'enregistrer. Vous venez ici. Save as. Par exemple, vous pouvez save as. Mais c'est quand même plus rapide d'utiliser le clavier CTRL-S comme vous faites sur Windows.
quand vous travaillez sur un document texte, vous faites CTRL-C, S, CTRL-S pour sauver votre script. Si vous avez créé un projet, quand vous avez commencé votre script, ça veut dire que tout ça, ça va enregistrer dans les dossiers de votre ordinateur qui sont associés à votre projet. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Je vais arrêter le partage. Voilà, on avance, on avance. À mon avis, si vous avez suivi cette série depuis le début, maintenant vous commencez à comprendre beaucoup de choses sur R. Et alors, ici, maintenant, on a fini avec la base du langage R. On a fini avec la base du langage R. Et comme je vous ai dit, pour chaque cours, les scripts, le code, ça veut dire, vous pouvez aller dans les liens qui sont dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez donc aller télécharger, aller copier le code et ensuite pouvoir les réutiliser. Mais par exemple, là, c'est ma première partie. Cette partie-là que j'ai appelée les bases du langage. Je vais sauver ce script-là en format R et vous pouvez aussi télécharger ce script-là pour pouvoir l'utiliser aussi, faire les mêmes exercices, etc. À partir du cours prochain, nous avons, je pense que peut-être que vous étiez impatient d'arriver jusqu'à là, nous allons voir les matrices et les tableaux. Alors, en R, on appelle des matrices, mais les tableaux, comme on utilise, comme par exemple un tableau Excel, on appelle ça des data frames. C'est des data frames. Donc, il y a plusieurs formats de tableaux. On va voir ça le cours prochain. Et là, ça commence à être sérieux. Hein. Ça va commencer à être sérieux dans le sens où je suppose que si vous êtes intéressé d'apprendre le langage R et le logiciel RStudio, c'est pour faire des traitements de données ou des analyses statistiques. Et donc, normalement, on travaille avec des tableaux, des matrices pour pouvoir traiter les données, faire des analyses. Et là, on va commencer la semaine. C'est un type d'objet, hein, c'est un type d'objet. Hein. Seulement, j'ai décidé de l'accorder un traitement à part. Et nous allons voir qu'on on va faire la même chose. On va d'abord voir comment faire l'indexation. Comment on fait des indexations avec un tableau, indexer les colonnes, indexer les lignes. Et ensuite, quelles sont les fonctions qui s'appliquent? Utilise encore les fonctions et quels sont les packages qu'on va utiliser pour faire des analyses, tout ça. Bon, voilà, j'en ai trop parlé. Je vous dis, bon, bah, je vous conseille d'ailleurs, c'est une belle langue qui est le portugais. Je vous conseille donc d'apprendre un petit peu si vous voulez, si vous avez le temps. Et bien, je vous dis en portugais, bon, bah, obrigado e até a próxima vez. Até a próxima. Obrigado.